il faut comprendre que nous sommes dans un imbroglio habituel des affaires de l'État. Peut-être rappeler encore peut-être pas à pas l'épisode pour que ceux qui nous suivent comprennent bien l'affaire. Cam Iron, comme l'a dit M. le maire tout à l'heure, est une entreprise de droit privé camerounais, normal, mais qui en fait est allé chercher une entreprise australienne, c'est-à-dire Sundance. Et ceci date de 2005. De 2005, suite justement à un discours du président où il annonçait l'ouverture des recherches et de l'exploitation du fer de Mbalam. C'est-à-dire c'était un discours, je crois, du 31 décembre 2004, où justement il venait d'être réélu. Et où il montrait aux Camerounais effectivement que dans la stratégie des grandes ambitions qu'il avait lancées, c'est-à-dire de 2004-2011, il engageait justement de nombreuses recherches un peu partout dans le pays et dans nos différentes ressources afin de booster le programme des grandes ambitions qui allait être succédé par le programme des grandes réalisations 2011-2018 et le reste. Donc, c'est dans ce sens-là que ces collaborateurs ont donc pensé que c'était peut-être une aubaine pour eux de rentrer dans la brèche, pour peut-être viser ce fait de Mbalam-là dont le président avait annoncé le début de l'exploitation à très bientôt. Ils sont donc allés chercher Sundance, une entreprise australienne, à travers Cam Iron, qui est une entreprise de droit privé camerounais. Quand on dit droit privé camerounais, vos téléspectateurs vont comprendre que c'est une entreprise qui appartient aux Camerounais, majoritairement, même s'il y a des étrangers, mais en termes de pourcentage, sur 100%, les Camerounais ont la majorité, c'est-à-dire plus de 50%, donc le droit privé camerounais. Alors, ils ont bel et bien signé. Ils ont obtenu une autorisation de recherche ou d'exploration, d'autres appellent d'exploration. Justement, c'est-à-dire de savoir exactement, Mbalam, quelles sont les masses de fer exploitables dans la zone. Ils ont passé pratiquement 7 ans dans la zone. Et en 2012, et là je me souviens, je crois que c'était quelque chose comme le 3 septembre 2012, il y a eu une convention, parce que je vois dans les lettres qui se baladent, beaucoup de gens ont perdu de vue cet aspect. Il y a eu une convention, justement qui octroie un permis d'exploitation cette fois-là. Oui, le 3 septembre 2012. 3 septembre 2012, un permis d'exploitation à Cam Iron Sundance. Je crois qu'il y avait un Serge Nana. Un Serge Nana qui est justement patron d'une boîte qu'on appelle BMCE, qui était l'un des négociateurs, et un autre, quelque chose qui s'appelle, je ne sais plus, leader, quelque chose, donc qui était justement les négociateurs de cette affaire. J'ai bien dit Serge Nana, et j'ai dit BMCE. J'ai dit BMCE, donc vous pouvez chercher. Donc on a signé une convention, donc on leur a donné un permis d'exploitation. Nous sommes en 2012. Les faits sont là, vous pouvez chercher. Tout à fait. Alors, de 2012 à jusqu'à que l'épisode commence, je crois en 2020. Alors l'État du Cameroun, les ministres ont changé, puisqu'il faut voir que quand on est en 2005, je crois à cette époque-là, je parle sous votre contrôle, il y avait Ndangandinga Badel. Voilà, après on a eu Bondé, je crois, qui est arrivé au Mine après. Entre-temps, il y avait aussi eu l'autre là, il s'appelait comment, de 2008, et Salé. Entre 2008 et 2011, un truc du genre. Vous voyez que Charles Salé. Donc ils ont su négocier certainement Sundance comme Iron pour que le permis d'exploration ou de recherche soit toujours renouvelé, malgré l'atteinte des délais. Parce que je crois qu'on doit être dans les 3 ans ou 5 ans maximum. Si vous ne l'avez pas, si vous n'avez pas bouclé, on peut retirer, ça peut être caduque et puis on passe à quelqu'un d'autre, un autre candidat. Donc vous voyez que 7 ans, on n'explique pas comment est-ce qu'ils ont pu renouveler ce permis d'exploration dont les résultats n'avaient pas été mûris. Et sur le terrain, on n'avait pas les véritables résultats des recherches en termes de masse de fer probablement exploitable sur le terrain. Et on se pose donc la question, comment est-ce que le ministre de l'époque, qui devait être à ce moment-là, je crois, Bondé, a pu, je crois, je peux me tromper, non, je peux me tromper. Je peux me tromper. Peu importe, mais comment il a pu convaincre l'État de concéder un permis d'exploitation à quelqu'un qui n'avait pas, en fait, concrètement montré à l'État du Cameroun de véritables résultats de l'exploration, du moins de l'exploration, afin que l'État voit clairement qu'est-ce qu'il peut gagner de l'affaire, comment définir ses gains. Mais je sais que dans le permis d'exploitation de 2012, du moins la convention qui a été signée en 2012, le 3 septembre, il était clair, Léné vient de le dire, que l'État devait gagner environ 4 000 milliards sur 25 ans. 4 000 milliards de francs CFA sur 25 ans. Et donc, on ne comprend pas, à partir de 2020,
les ministres ont changé, et ceux qui arrivent se posent donc des questions sur l'affaire de Mbalam, puisque le président de la République, selon de nombreuses correspondances au MINMID, veut savoir exactement où on en est et veut changer, en fait, d'entreprise. Voilà là où le problème commence. Entre-temps, il faut aussi noter que dans cette convention d'exploitation, permis d'exploitation, il était clair que l'État devait octroyer la part souveraine, une part souveraine de l'État pour amener, du moins, encourager l'entreprise à commencer les travaux. Sundance a bien et bien eu cet argent. Oui, c'est-à-dire que l'État du Cameroun devait donner de l'argent à Sundance. Pour dire, je vous donne l'opportunité de mieux commencer à travailler au cas où vous n'auriez pas de surface. Donc, la garantie souveraine, merci beaucoup, c'est le terme exact. Et le secrétaire général président en parle dans sa correspondance. Sundance n'a jamais déboursé un seul radis, ni dans l'exploration, ni dans le début d'exploitation qui n'a jamais eu cours. Et donc, la garantie souveraine, et là il faut poser des questions parce qu'il y a beaucoup de prisonniers dans cette affaire. Bien sûr. Comment est-ce qu'une garantie souveraine peut être octroyée à un État en termes de centaines de milliards, à une entreprise en termes de centaines de milliards, sans que l'on soit fixé sur la surface financière de cette entreprise, c'est-à-dire sa capacité à véritablement porter un projet d'une telle ampleur? Donc l'argent était quand même sorti. Donc il faut interroger par exemple les ministres des Finances de l'époque. Les ministres des Finances de l'époque et le ministre des Finances qui a été convaincu probablement par le MINMID. Vous voyez? Donc voilà la grande question. Donc quand le président de la République décide donc, demande qu'on change cette entreprise-là, qu'on en trouve une autre capable de pouvoir travailler, les problèmes ont donc commencé. Entre-temps, cette entreprise, Cameron et Sundance, ont investi la garantie souveraine de l'État en termes de milliards sur le marché de la bourse, ont fait des bénéfices. Donc, quand l'État décide de retirer cette exploitation à cette entreprise, les problèmes que vous avez, mais il faut le préciser aussi, le Minjustice connaît bien ce dossier, parce que c'est le Minjustice en 2022 qui désigne en fait l'agent de l'État. Il faut faire très attention. Donc le blanc qu'on est en train de vouloir... Le cabinet Jantet. Oui, le cabinet Jantet. Le cabinet Jantet, c'est le Minjustice qui le propose à l'État. Et justement, la convention, les thèmes de la défense sont effectivement précisés. Donc, et le cabinet émet son expertise et dit, dans l'affaire, effectivement, le maire l'a dit, le Cameroun est dans son droit. Parce que l'entreprise est fautive de n'avoir pas produit un dossier d'exploration concluant qui précise à l'État ou qui clarifie ce que l'État gagne et ce que, bref, il n'a pas rempli son cahier de charge. N'a pas rempli son cahier de charge dans le permis d'exploration. Et dans le permis d'exploitation, l'entreprise elle-même déjà, a déjà dépassé les délais. C'est-à-dire que si on vous donne un permis d'exploitation et qu'au bout de 5 ans, vous n'avez rien fait, l'État est dans son droit de vous le retirer et de chercher un autre partenaire pour exécuter le travail. Sauf disposition contraire. Et dans le cas, il n'y a pas de disposition contraire, puisqu'en fait, les contrats miniers sont des contrats types. On peut avoir quelques modifications par rapport aux spécificités du travail à élaborer et par rapport aussi au pays et à sa législation, mais ce sont des contrats types. Il n'y a donc pas eu en fait des dispositions qui justement montrent que Sundance et Cameron devaient aller au-delà de 5 ans par exemple. Donc l'État était dans son droit de le... Donc le cabinet Jantet propose à l'État d'aller en justice. Et justement même propose dans son expertise que c'est plutôt cette entreprise qui non seulement doit rembourser la garantie souveraine, mais en plus les dommages et intérêts que l'État aura subis, c'est-à-dire le préjudice économique et financier que l'État aura subi dans ce dossier-là, du fait même d'abord du retard dans l'exploration et du retard d'exploitation. Si on avait donné notre entreprise, certainement que les résultats seraient déjà là, on serait déjà en pleine exploitation. Mais alors, qu'est-ce qui ferait problème à l'heure actuelle? Alors, la question donc est la suivante. La question est la suivante, puisque c'est le cas actuellement. Le ministre de la Justice est en évacuation. Il n'est pas en poste. Vous voyez, il a son adjoint, dont le ministre délégué qui est là, qui reçoit le dossier. Mais le problème, c'est eux, ils décident. Quand on dit eux, le ministre de la Justice, apparemment, à travers les correspondances successives du ministre délégué, est pour un arrangement. On ne sait pas quand est-ce qu'ils sont arrivés à un arrangement. Et vous comprenez qu'il y a... Est-ce que la décision de justice a-t-elle été prise? Il y a une complicité entre le MINMID, c'est-à-dire le ministère de nos mines, et le ministre de la Justice. Parce qu'on ne comprend pas que c'est vous, le ministre de Justice, qui avez proposé que le cabinet Jantet, comme agent juridique pour la défense des intérêts de l'État, et c'est vous qui décidez de sursoir à la solution judiciaire pour aller plutôt à la transaction. Et une transaction où Cameron et Sundance ont déjà demandé à l'État 94 milliards de paiements de dommages. Alors, de deux choses l'une. Soit le ministre de Justice et le MINMID sont complices, et on sait ce qui se passe derrière, on reviendra au fond de l'affaire. C'est-à-dire qu'ils savent qu'en allant en justice, probablement l'État
l'État peut gagner le procès. Et même si l'État ne gagne pas le procès, il y a quand même un fonds, c'est que les 94 milliards que Sundance et Iron revendiquent seraient peut-être amoindris. Vous comprenez? Mais le problème, c'est qu'en allant à la négociation, vous mettez l'État en dos au mur, parce que c'est vous qui allez négocier, qui allez en fait vous entendre avec l'entreprise sur la somme à payer. Soit vous allez maintenir les 94 milliards et venir convaincre Paul Biya de ce que en fait c'est le moindre mal à subir pour le Cameroun. Et on comprend qu'il y aura des rétrocommissions, parce qu'en fait l'entreprise étant elle-même aussi dos au mur, parce qu'elle a une garantie souveraine qu'elle a déjà consommée, sans résultat palpable, aller à la solution judiciaire n'aurait pas été une bonne affaire pour elle. Donc on ne comprend pas que le ministre de Justice ait renoncé à la solution judiciaire, ayant lui-même proposé l'agent judiciaire, l'agent juridique à l'État, qui était le cabinet Jantet. De deux, c'est que le MINMID a un souci à ce niveau, parce qu'en fait, c'est lui le conseiller de l'État du Cameroun sur nos mines. Alors, on se pose donc des questions. Quel rôle joue le MINMID dans cette affaire, où le secrétaire général de la présidence de la République se retrouve en porte-à-faux, en opposition avec le ministre de la Justice, sur une question pourtant évidente. J'ai vu par exemple une autre qui a circulé, où on a proposé des experts qui devaient faire le voyage, d'autres allaient, je ne sais pas moi, c'était à Paris, ensuite ils allaient revenir à Londres. C'est une véritable villégiature, j'en connais des noms même dans la liste, vous comprenez. Alors on se pose des questions. À quoi joue le MINMID? Parce qu'en fait, c'est le MINMID qui devait donner la position exacte au ministre de la Justice pour lui rappeler en fait que vous avez déjà commis un agent juridique, qui est le cabinet Jantet depuis 2022, puisque le ministre était en évacuation. On peut imaginer que le ministre délégué n'avait pas le fond du dossier. Absolument. Donc c'est le MINMID qui devait le lui rappeler. Mais on comprend que le MINMID a laissé le ministre délégué aller dans la faute. C'est-à-dire à penser qu'en fait, le ministre de Justice, son patron, n'avait jamais commis un agent juridique, parce que quand vous voyez la première lettre qu'il adresse au secrétaire général président de la République, le ministre de la Justice délégué rappelle au secrétaire général que ils ne sont pas en fait, ils sont des agents de l'État, des agents juridiques de l'État, des conseillers juridiques de l'État en la matière, mais que eux, ils ne se souviennent pas qu'ils aient désigné un agent dans ce dossier, alors qu'il y a une lettre du ministre titulaire du ministre de la Justice depuis 2022 qui désigne le cabinet Jantet. Il y a donc une autre logique aussi, c'est que le secrétaire général de la présidence de la République sur le dossier, on voit clairement qu'il tient le bon bout. C'est-à-dire que le président de la République veut bien comprendre le fond de l'affaire. Veut comprendre le fond de l'affaire, mais il y a aussi, je vois qu'il y a le ton qui a été utilisé par le ministre de la Justice, parce que ça frise aussi l'exacerbation. C'est-à-dire que comme le maire disait tout à l'heure, tous les gens disent, les autres instructions, est-ce qu'on est sûr même qu'elles viennent? Et le ministre secrétaire général, on comprend bien qu'il est dans ses bottes, c'est-à-dire l'exacerbation. Et en se disant, c'est toujours ce ministère qui conteste les hautes instructions du président de la République. On comprend la dernière phrase qu'il a servi au ministre délégué, qui est en fait le petit larron de l'affaire. Donc je crois que quand on s'arrête à ce niveau-là, on comprend clairement qu'il y a un jeu des aînés qui a été joué. Et un élément encore, il y a l'office d'un général qui est impliqué, qui a dirigé Cam Iron jusqu'en 2020. Jusqu'en 2020, parce qu'on ira au fond de cette affaire tout à l'heure avec vos questions, pour vous faire comprendre un peu de l'entourloupe. Parce que citer l'affaire Cam Iron, citer l'affaire CDE, c'est-à-dire où les aînés vont vous chercher des entreprises fictives. On met un petit blanc devant parce qu'on sait qu'on a le complexe camerounaise du blanc. On le présente à avec les Marocains. On le présente à Paul Biya. Avec le département haut de la mairie de Rabat. La mairie de Rabat. On met un petit blanc devant l'affaire parce qu'on a le complexe du blanc. On le présente à Paul Biya. On dit voilà, c'est une entreprise étrangère qui peut, alors que c'est eux qui sont derrière l'affaire. Donc Cameroun, c'est comme l'affaire CDE, c'est comme beaucoup d'autres affaires que vous connaissez où on dit c'est des entreprises étrangères, alors que en fait c'est des entreprises complètement fictives, comme les affaires Savannah que vous avez vu avec notre pétrole. Donc, c'est un Camerounais qui l'a dirigé pendant 15 ans. C'est-à-dire, une fois qu'ils ont monté Cameroun dans cette affaire du fait d'un Balam, ils ont nommé un Camerounais, le fils d'un général, et justement qui porte le nom de son père, Asso, et justement qui a dirigé cette affaire jusqu'à démissionner en 2020. Et quand les raisons pour lesquelles il démissionne, c'est justement, l'une des raisons, c'est que il reproche à Sundance de décider d'attraire son pays, le Cameroun, en justice. La deuxième raison, c'est quand on le lit, on comprend parfaitement que M. Asso c'est le fond du dossier, c'est que Sundance n'a pas raison, que cette affaire c'est une filouterie, c'est-à-dire une roulade qu'ils ont faite à l'État, et décide de s'extraire de l'affaire. Mais on comprend aussi qu'au fond, il ne voulait pas aller au fond parce que son père, quand même, c'est un général de la République. Ça allait forcément remonter à son père. Et donc, peut-être la renommée ou l'expérience ou comment dire,
on va dire ça comme ça, hein, Ouais. la renommée ou la notoriété de son père dans l'armée allait peut-être en prendre un coup. Donc il fallait se détacher de cette affaire longtemps à l'avance. Donc je crois que cette affaire de Cam Iron et de Sundance est comme des affaires habituelles. Et finir en disant que le Minmid, c'est un peu ça le nid au perroquet, c'est un peu ça le nid au pillage. Parce que les histoires de permis d'exploration, les histoires de permis d'exploitation, on sait qui gère le pays là-bas. C'est comme les barrages. Les gens acquièrent parce Les qu'ils sont permis. proches du président. Que ce soit proche comme vous entendez, Attendez. c'est-à-dire de la cuisine, que ce soit proche parce que ce sont des amis du président, que ce soit proche parce que c'est l'entourage direct du président, ils ont toujours été avec lui, ils acquièrent des permis d'exploitation et le mettent en sous-location à d'autres privés. En affairement, c'est le à mot d'autres technique. privés, merci beaucoup monsieur le maire, en affermage à d'autres sociétés, justement pour l'exploitation. C'est comme ça qu'ils vivent. Ça fait que vous avez un individu, parce qu'il est proche du président d'une manière ou d'une autre, il se balade là, il achète des grosses voitures, il a des comptes en banque, il a loué Il envoie simplement du un pétrole, permis du d'exploration, riz, il a de loué la un permis farine. d'exploitation à une entreprise fictive, et lui il reçoit tranquillement les rétrocommissions, si on appelle ça comme ça, Les royalties. ou les royalties, merci beaucoup, chaque fin du mois ou chaque année. Voilà comment ça marche. Donc, Cam Iron est la preuve par X ou par Y qu'effectivement que nous nous retrouvons encore dans cette affaire-là et que le SGPR, le secrétaire général président de la République, est tombé sur un gros morceau. Eh bien, on souhaiterait qu'il tienne bon. Et pourra-t-il le début